Et je me contenterai donc de vous expliquer notre parcours à moi-même et à ma famille durant ces années terribles. Il faut que je vous dise auparavant à quel point la guerre est une chose épouvantable qu'il faut essayer d'éradiquer à tout prix. À la fin de mon témoignage, je vous donnerai quelques pistes. Vous savez bien entendu également qu'il y avait des catégories de population tout à fait destinées pour disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Qui était particulièrement menacé? Eh bien, ce sont les Juifs, mais pas seulement. Les tziganes, les malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis! Bien entendu, pendant ces années terribles, les Juifs particulièrement étaient menacés. Ils devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Tous les lieux publics leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas. Les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique dans les foyers. Nous habitions Roubaix à l'époque. On voyait, vous savez, nous étions tellement effrayés, nous les enfants, nous voyions défiler ces soldats infâmes, casqués, bottés, le fusil sur l'épaule, ça nous effrayait terriblement. Nous habitions près de la paroisse Saint-Antoine à Roubaix. Et le curé de cette paroisse, pressentant, lui, ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois. Oui, il faudrait peut-être auparavant que je vous présente ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Et mes frères, Robert, n'avait que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est bien pour vous dire à quel point nous avions peur de ces soldats effrayants. Donc je vous disais, le curé de la paroisse Saint-Antoine était venu trouver nos parents et leur conseiller de nous cacher tous trois. Dans sa propre famille, vous vous rendez compte, les enfants, d'un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des enfants juifs risquaient d'être déportés à leur tour. C'était très courageux de leur part. Nous étions donc tous trois bien placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient de beaucoup d'affection. Cependant, nous ne devions pas prendre de risques avec les étoiles, nous étions repérables, donc nous ne rencontrions guère les parents, ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. Vous savez, à ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'était fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre. Et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant.
Toujours est-il qu'étant recensés, c'est-à-dire nous avions donné nos noms et adresses dans les préfectures, les commissariats, il était donc facile de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. Figurez-vous, les enfants, c'est une date qui reste à jamais imprégnée dans ma mémoire, parce que le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents, c'est-à-dire les enfants faits de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un jour important, formidable pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, la Feldgendarmerie est arrivée chez nous. On grimpait les escaliers avec fracas, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous les enfants, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ses soldats, qui schnell los nous poussèrent dans les escaliers. Mais il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Mais cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell los, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los. Je pense que vous en avez tous entendu parler, n'est-ce pas, Los, près de Lille. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman, les 3 petits-enfants dans une autre. Nous demandons, nous les enfants, avec angoisse, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, 2-3 jours à Los. Ensuite, l'on nous transféra dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles. Vous savez, les déportés du Nord-Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. Donc, en arrivant dans cette cellule trop étroite, trop exiguë pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella, parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps, 2-3 jours à Saint-Gilles. Ensuite, l'on nous rassembla dans un grand camp de rassemblement, justement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Je pense que vous allez vous y rendre prochainement. Vous savez, Malines, en Belgique,
C'est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, il y avait des SS, bien sûr, des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval et Kopf, tête. C'était si bien trouvé, il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide bien entendu. Et parfois ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. On entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle. À l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Ah, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal à l'aise devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation, il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous, pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je ne pourrai l'oublier. Ensuite, l'on nous mena dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Je pense que vous en avez tous vu, n'est-ce pas? Ces wagons en bois où il était indiqué contenance 8 chevaux. Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là aussi, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons reçu une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard que vous avez vus sûrement dans les documentaires. Ces robes rayées, gris et bleues.
Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. En français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir son matricule. Le mien, en allemand, jamais je ne l'oublierai, était 25 612. Vous savez, ce numéro de matricule était effrayant. À partir de là, nous perdions toute identité. Nous n'étions plus personne. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. C'était donc effrayant. Et c'est là que nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer. C'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours ici, 2-3 jours là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelque autre nationalité et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. Et de chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Dans chaque Stube, il y avait les fameux chalets que vous connaissez, ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalet, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalet. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur nos étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas des chalets. Mon petit frère André et maman dans le premier chalet, j'étais dans le chalet d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumeaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps, n'est-ce pas? Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumeaux était une femme du Nord, très célèbre, très connue. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au 3e étage du chalet, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort. Un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée plus précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène
retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Vacherom. Le Vacherom est l'endroit où nous avons subi une douche rapide et une toilette très sommaire. Vous savez, le Vacherom du bloc 31 était dans une pièce énorme. Il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux, d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Nous n'avons jamais connu d'eau chaude dans les camps de concentration. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre de déportés que nous étions. Ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce Vacherom. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct, n'est-ce pas? Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Ensuite, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir, bien dur. Ensuite, tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était très pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, certaines déportées plus fatiguées que d'autres osaient mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien menaçant qui venait avec ses crocs menaçant nous mordre. Nous en avions une peur bleue. Je revois d'autres déportés plus maladifs, plus pâles que d'autres, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Ces pauvres femmes, ensuite, devaient se rendre pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres femmes étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux chaise-colonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils de pelle et pioche plus lourds qu'elle. Donc elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir,
En rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants » Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris ce tourment quotidien de ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs. Nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous n'osions bouger. Nous restions enfermés dans nos blocs. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux, la température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Donc nous restions enfermés et nous n'en finissions plus d'attendre le retour de maman. Nous ne commencions à respirer, à vivre qu'avec son retour le soir. Mais l'été, l'on voulait profiter d'un petit rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Donc, nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans les camps de concentration. Il y avait également les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus. Bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était bien mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas assez de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel. Et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons donc mené au révire. Mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire. Quant à Robert, il avait des furoncles, ces boutons, qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire, j'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de propension, car la nuit, on entendait les toux des tuberculeux, on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars, on entendait les râles des mourants. C'était très impressionnant la nuit. Et cependant, nous sommes restés si longuement dans ce camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 43 et y sommes restés jusque début février 45, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous ai dit tout à l'heure,
à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, gain davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premières n'avaient que de l'eau. Et cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un morceau de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de Käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également d'un froid intense, n'est-ce pas? Nous n'avions rien, pas de pull, rien pour nous protéger, que nos pauvres robes rayées. Mais souffrir surtout de la peur, nous les enfants, de la peur constante. Pendant 2 années, nous avons vécu comme des ombres, tant nous avions peur de ces SS menaçants, toujours accompagnés de leurs chiens terribles qui nous effrayaient tant. Vous savez, je dois vous avouer que plus de 70 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisé. Donc je vous disais, début février 1945, il y avait quelques blocs qui étaient là sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des femmes avec petits-enfants. Il y avait même de très jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées plus tardivement dans le camp, enceintes, et lorsqu'elles avaient accouché, eh bien, avec l'aide d'autres déportés, avaient gardé leurs nourrissons. Vous savez qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une déportée arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait les nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait, et les nazis poussaient le vie jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un bébé pour passer de vie à trépas. Donc, nous étions là sur la place, nous devions partir. Partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où à nouveau il y avait ces wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück. Et pendant 4-5 jours à nouveau avons voyagé sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous, le seau hygiénique, qui parfois dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage effrayant. Et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui qu'on se rendait compte des affres de la nuit. C'est au bout de ce voyage infâme, 4-5 jours après, le train s'est arrêté. Nous sommes descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions nous attendaient.
Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en montant dans ces wagons, dans la pénombre, ce qu'elle sentait sous les doigts, eh bien, c'était les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait survécu à ce voyage infâme. Il fallait ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés dans les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses de trouver un siège pour s'y asseoir, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés, nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous conduire à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants, malades et morts. Il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage. On se disait, dans ce camp-là, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que maman, décidément, était très étrange. Elle était allongée sur le sol près de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien, on se laissait aller. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait, la mort est préférable à cette vie que l'on nous fait mener. Plus rien n'avait d'importance. Nous étions là à nous laisser aller. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi qu'habitaient leurs yeux. Ces pauvres soldats ont fait quelques pas en arrière
n'en croyant pas de voir ce spectacle. À leurs pieds, tous ces gens vivants et morts et malades, mélangés dans une puanteur atroce. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Au bout d'un certain temps, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore des grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune literie, n'est-ce pas? Donc ces pains nous servaient d'oreiller. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé. Et les statistiques le disent bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un coup, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le fleck-typhus, c'est-à-dire les déportés étaient remplis de boutons sanguinolents, pleins de pus, c'était répugnant à voir. Mais heureusement, parfois, ils s'en tiraient. Il y avait en second lieu le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus avaient la dysenterie, la diarrhée, n'avaient pas la force de se lever pour faire leurs besoins. L'extérieur faisait sous elles, ce qui explique cette puanteur dans les camps de concentration. Et la troisième forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus étaient pitoyables. Ils gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un spectacle lamentable. Et c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui explique son comportement étrange, n'est-ce pas? Elle fut emmenée au Révire. Et pour nous, les 3 enfants, sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait plus d'importance. Cependant, les Anglais commencèrent à organiser le rapatriement de tous ces déportés. Ce n'était pas chose aisée, n'est-ce pas? Nous étions si nombreux et de nationalités différentes. Ils nous placèrent par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui était si précieuse à nos yeux, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, et avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Et le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère. Il était dans un état pitoyable, le ventre, la tête gonflée à l'extrême. Les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus. Il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi,
étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé, n'est-ce pas? Ils étaient nettoyés, on y avait mis de la paille fraîche. Mais c'était quand même dur à admettre de revenir en France en wagon à bestiaux. Le voyage du retour a été long. Les voies ferrées étaient souvent bombardées. Et nous nous arrêtions chaque soir pour manger un peu, pour nous reposer dans des camps désaffectés. Et nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Les familles étaient venues accueillir leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Il y avait de la musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement. Nous étions bien seuls, maman nous manquait. Le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles au courant étaient venues chercher leurs déportés avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, le nom des déportés écrit en grand pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. C'était des scènes très touchantes qui ont duré toute la journée. Ensuite, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. De maman, nous n'avions pas de nouvelles. Nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, aucune nouvelle non plus. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas beaucoup la peine de vivre. Plus rien n'avait d'importance pour nous. Vous savez, dans ces cas extrêmes. Et cependant, une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous recueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur, comme nous étions bien dans cette famille chaleureuse. Je revois encore le dentiste qui chaque soir nous prenait sur son dos pour nous mener dans nos chambres, tant nous étions faibles. Nous y étions bien, mais nos parents nous manquaient quand même. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante un jour est arrivée à Paris, venant nous chercher.
comme elle était maigre, la pauvre femme, mais elle était si heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train. Arrivé à la gare des Deux-Sèvres, il y avait foule, les familles au courant étaient venues chercher les déportés, il y avait des journalistes, des photographes. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était quelque chose d'exceptionnel. 3 petits-enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Ah, nous étions vraiment bien à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la famille. Nous étions trop mal en point. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Nous y étions bien forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait, mais nous nous sentions toujours bien seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Jamais vous ne devineriez qui est entré. Eh bien, c'était maman. Maman qu'on n'espérait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. On l'a soignée, on l'a bien nourrie, on a continué à tous nous soigner, mais on ne pouvait rester indéfiniment, n'est-ce pas, dans cet endroit. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous avons repris le train, sommes arrivés dans le nord, avons retrouvé la maison. Mais dans quel état! Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau. Nous voilà enfin à la maison. Mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons plus rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, vous savez. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre amenait table, des chaises, de la nourriture, de la vaisselle. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa ne va pas tarder à rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les 3 enfants avons été envoyés à Ravensbrück. Eh bien, papa, lui, a été dirigé dans un grand camp de concentration, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Le camp de Buchenwald est réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants, de se retrouver orphelins. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Ah, ce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. Et nous n'en parlions pas de notre déportation. Nous ne pouvions en parler.
Nous étions traumatisés par ce que l'on venait de vivre pendant 2 années. Et si de temps en temps on se risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ils ne nous croyaient pas. Nous étions vexés, nous nous taisions. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait que je rencontre des jeunes pour expliquer ce qu'était la guerre, ce que nous avions vécu. Pourtant, vous savez, à l'époque, j'étais timide, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Il fallait que je réagisse. Et témoigner n'est pas une chose tellement facile, vous savez. Toujours se remémorer ce passé qu'on peut oublier. Mais on voudrait faire une petite pause. Mon mari me dit souvent, arrête un peu, tu te fais du mal, repose-toi. Je lui dis, tu as raison. Mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire présent. Parce que pour moi, c'est indispensable de venir raconter aux jeunes. Vous savez, bientôt, il n'y aura plus de déportés. Nous sommes déjà si peu nombreux, la plupart sont déjà décédés. Ceux qui restent ont au moins une dizaine d'années de plus que moi, ne peuvent plus témoigner. Donc j'ai un travail monstre, et cependant je ne suis plus toute jeune. Au fait, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie. Je vous ai dit qu'en 1943, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je actuellement? Eh bien, je vais vous le dire, j'ai 84 ans. Donc, vous voyez, je ne suis plus toute jeune, mais il me faut absolument rencontrer, vous voir les enfants, voir votre intérêt. Il faut que jamais vous n'oubliez ce qui fut, parce que tout peut revenir de façon différente, bien entendu, mais nous ne sommes pas à l'abri, et il faut que vous réagissiez. Vous savez, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté, et c'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous pour cela. Il faut donc que vous soyez vigilants, que vous ayez le courage de réagir, de ne pas laisser dire n'importe quoi. Il faut également que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque, épouvantable. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Vous savez, je vais dans des lycées et collèges très mélangés. Et je dis toujours aux élèves, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Donc nous devons nous supporter avec nos différences. Ces différences ne font que nous enrichir. Il faut donc être tolérants, les enfants. Je compte sur vous pour cela. Vous savez, il y a des adultes qui disent parfois « Les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela. » Moi, je dis, c'est pas vrai. Les jeunes de maintenant sont formidables. Moi, je crois dans les jeunes. Et c'est vous qui m'aidez à poursuivre la tâche. Et tant que je le pourrai, je continuerai, n'est-ce pas? C'est primordial pour moi. Vous savez, je reçois des lettres d'élèves, des lettres exceptionnelles que je garde précieusement. Vous savez vous exprimer, vous êtes tous très sensibles. Ces lettres me touchent terriblement. Au fait, je vais vous en résumer 2 qui m'ont particulièrement touché. La première est une jeune fille de terminale.
Elle écrivait: Madame Lignel, j'avais pas envie de venir vous écouter. C'est mon prof qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, j'ai beaucoup souffert ainsi que ma famille. Nous sommes des Palestiniens. Mais maintenant que je vous ai entendu, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration et cependant il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que de tolérance, de paix, d'amour, comme c'est beau. Et elle terminait en mettant: j'espère, madame, vous ressembler un jour. Vous ne trouvez pas que c'est une lettre exceptionnelle? Ça m'a donné une force. La seconde est celle d'un petit collégien, un petit maghrébin, qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Mais j'ai dit, moi je ne fais pas attention aux fautes, ce qui compte c'est votre ressenti. Et il l'écrivait: bravo Madame Lignel, j'ai tout compris. Dès ce soir j'en parlerai à ma famille. Plus tard, j'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, il voit loin ce petit. Et il terminait en mettant: Mohamed, votre plus grand fan. J'ai trouvé ça bien joli aussi. Voilà les enfants, j'ai terminé mon témoignage et maintenant ce sera à vous de travailler. Je suis à votre écoute pour les questions. Mais auparavant, je voudrais vous expliquer encore Stella. Peut-être que vous alliez me demander ce qu'est devenue Stella, la petite dont je parlais au début. C'est une histoire très triste aussi que celle de Stella, qui ne m'a raconté la sienne qu'après la guerre. Vous savez, pendant de nombreuses années et encore actuellement, il y a beaucoup d'enseignants et des déportés qui se rendent dans les camps de concentration avec beaucoup d'élèves, n'est-ce pas? C'est important de rappeler ce passé. Et donc, un jour, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück, dans le camp de Ravensbrück, et elle m'a raconté son parcours. Je l'ai rencontrée à la prison de Saint-Gilles, Stella. Ensuite, elle nous a accompagnés à Malines, puis est arrivée avec sa maman, si mal en point, est arrivée à Ravensbrück. À Ravensbrück, très vite, malheureusement, la maman est décédée. Elle avait la tuberculose. Cette toute petite fille est restée toute seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. La déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été envoyés à Bergen-Belsen. Eh bien, Stella est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Ravensbrück a été libéré par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas, comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement la langue. Et la dame qui l'avait sauvée, bien plus âgée, avait 2 grands-enfants, garçons et filles. Et une belle histoire d'amour est arrivée. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un de l'autre, se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt après, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que malheureusement sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit: je vais aller la chercher. Et je trouve son histoire très émouvante parce que, figurez-vous que le papa et la petite fille ne savaient pas communiquer entre eux. Stella avait
complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa que le français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. C'est très très navrant. Et puis Stella, étant déjà engagée avec son jeune homme, n'a pas voulu quitter le pays. Elle y habite toujours. Elle vit Stella. Elle habite Saint-Pétersbourg. Et je lui téléphone fréquemment pour avoir de ses nouvelles. Vous savez, on s'appelle les sœurs, des sœurs de Caen, n'est-ce pas? Et Stella me dit toujours, ah Lily, ce que j'aimerais venir témoigner avec toi. J'en ai fréquemment parlé dans les lycées et collèges. Mais vous savez, à l'époque, c'était pas facile de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait tant de paperasserie à remplir, tant de tracasseries, ça n'avait pu aboutir. Mais il y a 2 ans, enfin c'est arrivé. Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble. C'était des moments merveilleux, et pour nous et pour les élèves. Et maintenant, Stella ne souhaite plus qu'une chose, c'est d'y revenir en France. Voilà l'histoire de Stella. J'ajouterai simplement que dans le camp de Bergen-Belsen, j'étais avec madame, alors, une grande dame dont vous avez tous entendu parler, qui vit encore, heureusement, bien malade. C'est madame Simone Weil. Madame Simone Weil était à Bergen-Belsen avec nous. Et il y avait aussi 2 jeunes. L'un, vous devez certainement connaître le nom de l'une d'elles. C'était 2 sœurs qui ne sont pas rentrées malheureusement. Mais l'une d'elles a écrit un livre qui est connu dans le monde entier. Vous voyez de qui je veux parler ? Anne Frank, c'est ça. J'étais à Bergen-Belsen avec Anne Frank et sa sœur Margot. Et c'est une bien triste histoire également. Peu de temps avant la libération de Bergen-Belsen, peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant, l'aînée, Margot, est décédée, avait attrapé le typhus. Et très vite après, Anne a suivi, est morte à son tour. Quelle horreur, n'est-ce pas, cette petite jeune fille qui était si intelligente. Je suis persuadée qu'elle serait devenue une journaliste, un écrivain. Elle avait tant de talent. Et elles sont mortes toutes 2 uniquement parce qu'elles sont nées juives. Donc vous voyez cette horreur. Et je veux que vous compreniez à quel point vous avez vous-même un rôle à jouer à présent, pour qu'il n'y ait plus de racisme et plus d'antisémitisme. Je compte sur vous, n'est-ce pas les enfants? Je vous l'ai dit. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre grande écoute. Alors, y a-t-il des questions? Alors les enfants, je ne vois plus de questions. Je voudrais vous donner un petit plus. Vous le voyez bien quand même. Alors, je voudrais chanter pour vous. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Mais c'est des petits chants tout à fait spéciaux. Vous savez, dans le camp de Ravensbrück, au bloc 31, nous avions une Stubova formidable. La Stubova, vous savez que c'est celle qui nous gardait. Il y en a eu de très dures, de méchantes, mais à la fin, nous en avions une épatante, une dame tchèque, avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir tous ces petits-enfants si malheureux, si tristes. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait dans le bloc et puis elle disait « Chante quelque chose ». Mais nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait. Elle avait tellement bien compris, cette dame, que pendant les quelques minutes où nous chantions, où nous nous exécutions, on pensait, on était déjà hors du camp, et c'était des moments exceptionnels pour nous. Et vous voyez, plus de 70 ans après, je n'ai pas oublié certaines
de ces petites chansons. Au début, j'annonnais, je ne savais pas, puisque c'est en langue étrangère, n'est-ce pas? Donc je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, mais je me suis dit, c'est trop bête, il faut quand même comprendre. Et je me suis rendu compte que c'était toujours très tendre, très enfantin, c'était des comptines, des berceuses. Alors je vais essayer d'en rappeler quelques-uns pour vous. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schaap. Es gaat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schaap. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez, c'est très tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. Kotki dwa, Chariburi obydwa, nic nie będą robiły, tylko lili bawiły. Là encore, c'est 2 petits chats qui ne veulent jouer qu'avec Lily. Vous voyez, on peut changer le prénom, mais dans notre bloc, c'était Lily. Nous sommes arrivés à Ravensbrück en décembre, n'est-ce pas, 43. Donc Noël était proche et l'on chantait en allemand, ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez cette chanson en français, mais en allemand, ça donne ceci. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Il y avait des enfants tchèques également, une berceuse également. Pasla, ovečky, zelenem haječku, pasla, ovečky, seberte se, janani, dupi-dupi-du. O nazas, tsupi-tsupi-tsup, o femme, ovečky, seberte se. Là encore, il ne s'agit que d'une bergère et de ses petits moutons. Vous voyez, c'est toujours très tendre. Alors, vous savez, Stella, au fait, quand je vous parlais de Stella tout à l'heure, nous nous étions retrouvés après-guerre dans le camp de Ravensbrück, n'est-ce pas? Elle était venue avec des élèves aussi de Russie et nous échangions nos souvenirs, nos petites chansons. Et Stella me dit, veux-tu que je t'apprenne un refrain en russe maintenant qu'elle était devenue? Veux-tu en russe? Mais je dis bien entendu, ça complétera vraiment ma collection de langues. Et Stella m'a appris ce refrain que connaissent vos parents. Non, plutôt vos grands-parents, n'est-ce pas? Et c'est une chanson qui existe en français également. Et ça s'appelle Le temps du muguet. En russe, voici. Nie slishnuj w sadu, daje szorochi, wśród zamielu do utra. Jeśli by znali wy, jak mi je dorogi, podmoskownie wieczera. Если б знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Et pour terminer, la plus belle, la française bien sûr. Vous savez, c'est une chanson que il y avait un grand chanteur pendant la guerre
qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson dont le titre était tout simplement « Je chante ». Dans le bloc 31, nous étions avec Geneviève de Gaulle, donc nous avions conservé la musique, la mélodie de la chanson, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce à quel rasoir. À cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entendons crier partout. Bitterou, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et nous terminions avec Geneviève de Gaulle. De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas.